Dans cet épisode, Joué voyage dans le district de Tingde, où confucianisme et artisanat sont omniprésents. Rejoignez-la dans les salles traditionnelles des ancêtres, passez le festival Qingming avec des retraités jouant au mahjong, promenez-vous dans une allée montagneuse vieille de 1400 ans et observez comment les sculpteurs redonnent vie à la pierre. Dans les deux derniers épisodes de Carnet de route, nous avons voyagé à Tixi, un district de la ville de Xuanchang, pour y découvrir les talents artistiques riches et vibrants de l'ancien Huizhou sur fond de champs de colza jaune et de paysages inoubliables. Cette semaine, nous nous rendons un peu plus au nord-ouest, dans le district voisin, où la philosophie de Confucius et la créativité battent leur plein. Bonjour tout le monde, nous sommes dans un autre district de Xuancheng, c'est Tingde, et c'est à environ 35 km de Tixi. Je sais qu'il pleut, mais c'est le festival Qingming demain et aussi le long week-end de Pâques. Je ne vais donc pas laisser le temps gâcher ma journée parce qu'il y a plein de choses à faire et à découvrir sur la culture et l'histoire Hui ici à Tingde. Enfilez donc vos bottes en caoutchouc et rejoignez-moi. Je m'appelle Thuy, bienvenue dans Carnet de route. Tingde, tout comme Tixi, fait partie de la ville de Xuanchang, dans la province de l'Anhui. Et tout comme Tixi, une ligne directe de TGV la relie à Beijing. Notre premier arrêt, un village entouré de collines émeraudes, à seulement 20 km au sud-ouest de Tingde. Cela ressemble peut-être à un mot classique de style roué, avec ses murs blancs et ses tuiles grises, mais le village Tianzun est unique. C'est un lieu qui a vu naître de nombreux personnages célèbres, quelque chose dans l'eau peut-être. Non loin de l'entrée du village se trouve un ancien temple. Un temple dédié à Mazu, la déesse de la mer. Étrange, sachant qu'on se trouve à des centaines de kilomètres de la mer. Au milieu des spirales enivrantes d'encens et du son des feux d'artifice au loin, il y a un profond sentiment de paix dans ce lieu au décor modeste. C'est un endroit idéal pour prendre refuge de la pluie. De nos jours, se promener dans ce genre de temple est chose rare. En effet, c'est le seul temple public rendant hommage à la déesse Mazu dans tout l'ancien Huizhou, une région qui se trouve dans la partie inférieure du fleuve Yangtze, qui comprend le sud de l'Anhui et des portions de provinces adjacentes. L'histoire du temple remonte à la dynastie Song, lorsqu'un habitant de la région est parti faire du commerce à l'étranger. Ses affaires étaient si lucratives qu'à son retour, il a décidé de construire un temple en hommage à sa protectrice Mazu. Joué aime penser que même après un millénaire, la déesse est toujours là pour nous protéger. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a eu des feux d'artifice toute la journée. Et c'est parce que c'est le festival Qingming aujourd'hui. C'est une date très importante dans le calendrier chinois où les familles se rassemblent pour prier et honorer leurs ancêtres et aussi balayer les tombes. Ils brûlent également des papiers qui sont soi-disant utiles pour la vie après la mort. Et c'est une tradition très bien préservée dans le district de Tingde. C'est vraiment très émouvant pour les vivants de communiquer de cette manière avec ceux de l'au-delà. La vénération des ancêtres est un élément important dans la culture chinoise. Elle se manifeste en grande partie par des rituels en mémoire aux ancêtres. Même dans les petites communautés, vous pouvez trouver plusieurs salles des ancêtres. Ces espaces communs étaient utilisés pour des rituels collectifs rendant hommage aux ancêtres, ainsi que pour organiser des événements tels que les mariages et les funérailles. Les clans des familles venaient également discuter et y tenir des élections. Nous sommes dans un village du nom de Tianzun, construit il y a 1400 ans selon les stricts principes du Feng Shui. C'est entouré de montagnes des trois côtés pour la stabilité et de l'eau d'un côté pour la bonne fortune. C'est peut-être pour ça que de nombreux personnages célèbres chinois viennent d'ici et pour tout vous dire, ils ont été immortalisés dans des salles des ancêtres comme celle-ci.
La vénération des ancêtres est mise en relief dans la philosophie confucéenne, et les habitants de l'ancien Ruizhou y sont des fervents adeptes. Dans cette salle, des règles de principes de vie sont constamment retrouvées, des caractères décrivant la piété filiale, la vertu, l'intégrité morale et la loyauté. Une promenade langoureuse dans les allées, accompagnée par des boules de poil à 4 pattes, nous conduisent dans la salle principale des ancêtres des Tiang, la famille dont le village a pris le nom. C'est un chef-d'œuvre architectural, témoignant le niveau de sophistication du design Rui. Les détails vivants de la sculpture sur bois qui ont survécu à plus d'un millénaire. En inspectant de plus près, vous voyez les incroyables détails de ces briques sculptées à la main. Même si ça a été délabré par le temps, ça n'en reste pas moins une structure majestueuse. À l'intérieur, ce n'est pas si sophistiqué ni même grand. C'est même minimaliste. Mais on sent de la fierté. Sur l'une des plaques sont inscrits des caractères Tinshe, qui représentent le rang le plus haut, conformément au système d'examen impérial. Pour bien vous expliquer, le taux de réussite pour atteindre ce niveau pendant la dynastie Tang, par exemple, était entre 1 à 2% sur des milliers de candidats, une moyenne de seulement 23 personnes par an. Mais Tinshe ou non, Zhué prend son temps pour découvrir cette famille. Sur chaque rouleau est peint un portrait et une brève biographie des Tiang, qui ont amené de l'honneur à leur nom. Aujourd'hui, ils sont honorés pour l'éternité. Derrière la cour intérieure se trouve une petite chambre, et juste au fond, un mur de tablettes des ancêtres. On dit que les âmes des mortels résident dedans. Cette salle des ancêtres est une collection d'âmes et d'histoires de la famille Tiang. Ce serait un endroit plaisant pour y passer l'éternité et observer les vivants tout en s'émerveillant de son héritage familial. Pour les habitants de ce village et les touristes chinois ainsi que tous les Chinois dans le reste du monde, la date d'aujourd'hui est, plus que toute autre date, une journée où l'on se focalise sur sa famille et ses ancêtres. Le festival Qingming est également connu sous le nom de Festival de la Pure Lumière, ou encore Journée de balayage des tombes. C'est un jour de tradition, de réflexion et de gratitude qui tombe généralement entre le 4 et le 6 avril. C'est un jour férié en Chine. À plusieurs rues de là se trouve une autre salle des ancêtres bien cachée parmi les maisons. Chaque salle possède son propre thème et caractère, et celle-ci est dédiée au principe confucéen de piété filiale, ou Xiao. Xiao implique le respect des personnes âgées et des ancêtres. C'est l'une des principales vertus de la culture chinoise. L'application au quotidien se traduit par prendre soin de ses parents et montrer dévotion et reconnaissance. Le caractère Xiao est une combinaison du radical vieux au-dessus des traits pour fils. Cela montre un enfant qui s'occupe d'une personne âgée. Selon le confucianisme, c'est une qualité que nous devons toujours respecter, même après la mort des aînés. Tandis que nous nous promenons dans les allées du village, Zhué entend distinctivement le son des mahjongs.
Joey jette un coup d'œil à l'intérieur, un couple est à la maison. Il se trouve que c'est aussi un lieu de rassemblement de vieux retraités pour jouer au mahjong. Ils ont même des tables de mahjong automatiques. De nos jours, il est toujours question d'efficacité, n'est-ce pas? C'est trop cool, je n'avais jamais vu des tables comme ça. Vous jouez tous les jours au mahjong? Oui, tous les jours. Ils viennent ici tous les jours. Joey s'assoit et observe. Elle comprend pourquoi on brûle des maquettes en papier de mahjong en tant qu'offrande lors de Qingming. Ce n'est pas seulement un jeu de stratégie couplé avec de la chance. C'est aussi une source de joie pour les personnes âgées et un moyen de créer des liens. Et voici un petit aperçu des habitants. Continuons à voir ce que le reste du village a à offrir. Joey passe son après-midi de Qingming à se balader et à observer la vie des habitants dans cet humble village qui a vu naître d'éminents citoyens, allant de calligraphes en passant par des mathématiciens et de puissants politiciens, tous du nom de famille de Tian. C'est un lieu de fierté, mais sans prétention. Vous êtes d'origine chinoise? Oui. Les Chinois d'outre-mer, nous célébrons le festival Qingming. Ok. Et maintenant, je ne peux plus remonter. À suivre, nous nous éloignons de la civilisation pour nous rendre dans un passage montagneux mousseux et brumeux, récitant des poèmes chinois tout en nous aventurant sur un ancien sentier. Dans cet épisode, Joey voyage dans le district de Tingde, où confucianisme et artisanat sont omniprésents. Rejoignez-la dans les salles traditionnelles des ancêtres, passez le festival Qingming avec des retraités jouant au mahjong, promenez-vous dans une allée montagneuse vieille de 1400 ans et observez comment les sculpteurs redonnent vie à la pierre. Le temps que nous arrivions sur l'ancienne route de Tingshe, un court trajet en voiture au sud-ouest de Tingde et la pluie s'est calmée. La randonnée nous mène sur cette nouvelle route montagneuse de 18 km qui relie le district de Tingde à cette zone touristique de Huangshan. Mais ce sentier date originellement de la dynastie Sui, il y a près de 600 ans après Jésus-Christ. Et malgré ce voile de brouillard, cela reste pittoresque. Et maintenant que ce sentier est facile d'accès, il deviendra très certainement populaire. Tandis que Joey avance avec peine, elle se souvient d'un poème qu'elle avait appris lors de ses cours de chinois à l'école chinoise de Sydney un samedi matin. Il se traduit littéralement par « Il pleut en continu pendant la période de Qingming ». C'est une strophe mélancolique, mais qui représente bien le climat du printemps, alors attendez-vous à avoir les chaussures trempées si vous voyagez pendant cette période. C'était un renforcement musculaire pour le fessier et les cuisses. Je vais juste me reposer un peu ici et respirer l'air super frais et humide de la montagne. Et même pour un jour comme celui-ci, vous savez quand il pleut, ce sentier de 1400 ans reste très certainement la meilleure façon de découvrir les montagnes d'ici. Et vous savez, vous pouvez peut-être même voir les plus beaux paysages, je veux dire le brouillard que vous ne voyez presque jamais. Alors profitez! C'est mystérieusement beau, non? Cet abri en bambou ressemble à une magnifique peinture à l'encre de Chine.
Mais la vue au sol est bien particulière. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez que ces protubérances de type extraterrestre sont? Ce sont en fait des pousses de bambou. C'est non seulement comestible, mais c'est aussi délicieux. Et les habitants d'ici aiment les cuire à la vapeur avec un peu de porc pour obtenir un résultat un peu croquant et un peu sucré. C'est vraiment très bon. Eh bien, le mois d'avril est non seulement le meilleur mois pour observer les fleurs de colza, c'est aussi la meilleure saison pour manger ces pousses de bambou. Alors, si vous êtes dans les parages pendant la saison, il faut absolument y goûter. À suivre. Joey s'émerveille du travail des sculpteurs qui transforment des pierres en de luxueuses collections d'art. Elle parle à l'homme qui a dévoilé le mystère de la légende de la pierre à encre Suel. Dans la banlieue de Tingde se trouve une petite et bruyante usine. À l'intérieur, une assemblée d'artisans occupés à ramener des pierres à la vie. Ce n'est pas une compétence ordinaire. Ça requiert des années de pratique sans relâche, une attention maximale aux détails et une force physique et mentale. Avec de simples outils, ils créent des chefs-d'œuvre extravagants, les pierres à encre. Il s'agit de l'un des 4 outils essentiels aux anciens lettrés chinois. Ensemble, ces objets sont connus en tant que 4 trésors de l'étude. Les autres sont le pinceau, le papier et le bâton d'encre. Une pierre à encre est un mortier utilisé pour frotter dans de l'eau un bâtonnet d'encre solide et obtenir de l'encre liquide. Mais les pierres à encre ne sont pas seulement pratiques. Elles représentent également une forme d'art très raffinée. La gravure sur pierre à encre est considérée comme un patrimoine culturel intangible en Chine. Et il existe seulement une quarantaine de maîtres de graveurs de pierre à encre dans tout le pays. Monsieur Zhang, ici présent, ce jeune gentleman est l'un d'entre eux. J'observe une nouvelle page de l'histoire s'écrire. Tout est fait à la main. Ça va prendre un mois environ pour tout finir. Cette pierre à encre est travaillée des 2 côtés. Celle-ci est dans un style traditionnel. Sur le dos se trouve une décoration en forme de jarre. Vous travaillez dessus depuis combien de temps? Environ 20 jours. Nous avons encore besoin d'un peu de temps. Ce motif représente un récipient pour alcool de la période des royaumes combattants. On l'appelle rourou en chinois. Le verso est fini à 80%. Mais laissez-moi vous montrer les incroyables finitions de cet objet. Ces minuscules dragons. Il y a tellement de détails. C'est impressionnant. Monsieur Zhang nous montre le dessin des Huiwen. C'est un motif décoratif qui était aussi populaire dans les anciennes gravures sur bois ou sur briques Huizhou. On voit une ligne en continu. Cela symbolise une fortune sans fin. Qu'est-ce qui se passe si vous vous trompez? Je dois tout polir et recommencer à nouveau. Quel gâchis! Ce n'est pas trop grave, c'est juste le temps. Une erreur, et c'est fini. Retour à la case départ. Il travaille en tant que graveur depuis 10 ans. Il en faut du temps pour passer maître. Graver a l'air simple, mais ça demande de la patience. Vous devez être calme et maîtrisé. Sinon, vous ne pouvez pas graver tous ces détails. Lorsque vous gravez, il faut se concentrer. Chaque mouvement doit être précis et ferme.
C'est comme y mettre une force invisible dans la pierre pour lui redonner vie. Joey en a des frissons dans le dos. Ce n'est pas seulement le son du métal qui ponce la pierre, mais c'est surtout en observant chaque minute les mouvements minutieux de la main de M. Zhang et l'intense concentration sur son front sillonné. Ce n'est pas un métier à la portée de tous. La prochaine étape est le polissage. Ce n'est pas une procédure aussi fastidieuse, mais elle demande du temps. Et lorsque c'est fini, les pierres à encre entrent dans le marché. Et il existe différentes formes et tailles, toutes uniques en leur genre, et elles sont toutes conçues avec des détails remarquables. Les pierres à encre de qualité supérieure sont des objets de collection. Dans la Chine impériale, elles étaient offertes d'un règne à l'autre. Aujourd'hui, elles restent très précieuses. Certaines collections valent plusieurs millions de dollars. Est-ce que la couleur de la pierre à encre Xuan est noire? Oui, c'est noir à la base. La fameuse pierre à encre She est gris clair, mais la pierre à encre Xuan est noire. Les objets exposés ici sont des nouvelles pierres à encre Xuan venant d'un rocher précieux qu'on ne retrouve que dans cette région. Dans les anciens temps, cette zone était connue sous le nom de Xuanzhou. C'est là d'où vient le nom de ces pierres. Joey s'entretient avec M. Huang, le propriétaire de cette usine. Il s'est dévoué à la transmission du patrimoine des pierres à encre Xuan. C'est vraiment très lourd. Généralement, lorsqu'on juge la qualité d'une pierre à encre, vous la mesurez au poids dans vos mains. Si c'est lourd, ça veut dire que c'est dense et que ça ne va pas absorber trop d'eau. Une faible porosité est la clé des conditions d'une bonne pierre à encre, car l'encre ne sèche pas si rapidement. De plus, elle doit être esthétique. Voici un exemple d'une gravure avec peu de relief, mais les effets 3D sont flagrants. On peut graver les pierres à encre de 3 différentes formes. La forme la plus commune est un prisme rectangulaire avec des dimensions suivant des normes rigoureuses. Elles peuvent également être sculptées selon des formes non géométriques et selon les goûts avec des contours ronds. Enfin, elles peuvent se rapprocher le plus de leur forme originale. Ce genre de gravure garde la forme naturelle du rocher. Ça ressemble à un chou chinois. La pierre a gardé sa forme originale. Combien coûte celle-ci? Il coûte 580 000 renminbi. Et on peut l'utiliser? Oui, mais c'est plus une œuvre d'art, on la collectionne. Il y a des proverbes chinois sur ces pierres. Par exemple, lorsque les temps arrivent, la fortune et la chance nous sourient. Parce que temps sonne comme pierre en chinois. Mettre une pierre à encre chez vous ou au bureau vous apporte bon augure. Ou, comme le célèbre artiste de la dynastie Song, Mi Fu, vous pouvez même dormir enlacé avec votre pierre à encre. Il s'avère que toutes les pierres ne sont pas extrêmement lourdes. Il y en a aussi des petites et légères. Cette petite pierre à encre est en fait un objet portatif. C'est creux parce que vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous versez juste de l'eau à l'intérieur de ces petits trous et vous pouvez l'utiliser tout de suite pour faire de l'encre. C'est assez cool, je vais peut-être m'en procurer un. La production des pierres à encre Xuan s'est arrêtée il y a environ 4 siècles, lorsque ce lieu a été oublié. Après tout, ce n'est pas le paysage naturel le plus beau de Chine, mais il existe un endroit où Dame Nature a utilisé de ses pouvoirs magiques. C'est comme si elle voulait que quelqu'un crée des pierres à encre à partir de ces rochers.
Ils sont composés d'une matière optimale, relativement simple à graver, et sont assez faciles à polir, lisses et noirs, grâce au mouvement de l'eau. De nos jours, il existe une compétition pour trouver l'origine exacte des pierres Suen. Armé des coordonnées approximatives de ses recherches et d'un peu de chance, M. Huang a retrouvé ce lieu. Les études scientifiques ont comparé les pierres à encre Suen anciennes aux rochers et ont confirmé les dires. Cette découverte est assez historique et importante. Ce type de rocher est unique parmi les rochers bruts que l'on travaille. Nous l'appelons une pierre en forme d'œuf, parce que c'est un type de rocher que l'on trouve dans une formation rocheuse. Ce genre de rocher est très dense et possède des motifs magnifiques. Vous pouvez voir les motifs quand vous versez de l'eau. Les motifs ressemblent à des ondulations. C'est notre rocher le plus précieux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un pays lointain, une pierre à encre qui s'appelait la pierre à encre Suen. Elle était connue à travers tout le pays pour sa beauté et sa qualité. Mais son emplacement a été oublié il y a près de 400 ans et c'est devenu une légende. Mais en 2010, l'emplacement a été retrouvé et cet endroit est en fait ici, dans le district de Qingde. Eh bien, ce genre de rocher pèse près de 13 tonnes et chaque tonne vaut 550 000 RMB. Je vous laisse faire le calcul. Monsieur Huang dit que je peux le prendre avec moi si j'arrive à le soulever. Ou peut-être pas.